L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Françoise Barré-Sinoussi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes virologue. C'est à vous qu'on doit en partie, en 1983, la découverte du virus du sida. Vous faisiez alors partie de l'équipe du professeur Montagnier. À ce titre, vous avez reçu le prix Nobel de médecine et vous êtes présidente de SIDAction depuis le décès de Pierre Berger. Une grande campagne de collecte de fonds s'est achevée. Elle a duré plusieurs jours. Elle s'est achevée hier soir. 4 millions, un peu plus de 4,5 millions d'euros de promesses de dons en faveur de la lutte contre le VIH. C'est bien ? C'est bien, c'est bien. On est assez content parce que le contexte n'est pas facile et on sait très bien que les donations dans le domaine du sida sont en chute un petit peu partout pour les associations. Donc on est assez content. C'est plus que l'année dernière. À quoi va servir l'argent récolté par le Alors cet argent sert pour 73% des sommes aux missions sociales de SIDAction, c'est-à-dire surtout la recherche, le soutien de la recherche et des jeunes chercheurs, et le soutien des milieux des associations, ainsi que des actions dans les pays à ressources limitées, en particulier en Afrique. Voilà, pas spécifiquement en France. On va y revenir dans un instant. Ça fait 25 ans que le virus du sida a été découvert. 35. 35 ans, pardon, 35 ans. On en est où de la lutte contre la maladie aujourd'hui ? Alors, on est dans une période assez contradictoire. D'un côté, grâce à la recherche, on a pu développer des outils extrêmement efficaces en termes de prévention et en termes de prise en charge thérapeutique des patients qui, s'ils sont sous traitement, peuvent vivre avec le VIH et ont une espérance de vie assez similaire à des personnes non infectées, mais c'est un traitement à vie et qui ne guérit pas. Et d'un autre côté, on voit que l'épidémie, malgré ces outils, stagne. Stagne en France, stagne dans différents pays dans le monde. Alors la question, c'est pourquoi ? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une certaine banalisation finalement de cette infection VIH. Les gens ont tendance à oublier que le virus est toujours là, et en particulier les jeunes entre 15 et 25 ans, et d'autre part, les personnes les plus âgées, au-dessus de 50 ans, justement, ça compte parmi les personnes qui s'infectent aujourd'hui par le VIH. Alors vous avez dit beaucoup de choses, on va essayer d'en reprendre quelques-unes. Il y a 37 millions de personnes dans le monde qui vivent aujourd'hui avec le VIH, 1 million de morts par an en 2017. On meurt moins du sida aujourd'hui, mais il y a plus de personnes qui vivent avec, c'est ça qu'il faut retenir ? Il y a 37 millions, vous l'avez dit, de personnes qui vivent avec le VIH. Seulement 21 millions d'entre elles sont sous traitement aujourd'hui. C'est plus vrai en Afrique qu'en France, ces personnes qui vivent avec... Alors en France, on estime que l'on a un peu plus de 170 000 personnes qui vivent avec le VIH. Et qui sont soignées ? En France, elles sont sous traitement. Il y a en France plus de 6 000 nouvelles contaminations par an. 400, oui. Comment est-ce qu'on l'explique ? Vous évoquiez les jeunes notamment, dont les comportements effectivement sont moins portés, sont moins vigilants qu'il y a quelques années ? Oui, un certain pourcentage de jeunes disent très honnêtement qu'ils n'utilisent plus le préservatif. La moitié des jeunes de 25 ans disent avoir des rapports non protégés. Exactement. Ce qui fait peur quand même. Ce qui fait peur parce que le VIH est toujours là. Ils disent que, bon, ils ne s'estiment pas à risque parce qu'ils connaissent leur partenaire. Et en fait, on le sait très bien, ce sont les conditions les plus à risque. Parce que finalement, dans un couple sérodifférent, où un partenaire est positif, l'autre négatif, celui qui est sous traitement, on sait qu'il ne va pas contaminer son partenaire, parce que son virus est contrôlé sous traitement. Par contre, la relation sexuelle avec quelqu'un qu'on connaît mal, et la personne elle-même pouvant être séropositive sans le savoir. On sait quand même en France qu'il y a 24 000 personnes qui ne savent pas être séropositives. La terreur dans laquelle ont vécu les adolescents, les jeunes adultes des années 90, de la fin des années 90, a disparu. C'est peut-être pour ça que les comportements sont plus à risque aujourd'hui. Alors là aussi, c'est contradictoire. Oui, il y a moins de peur. C'est à la fois une bonne chose. Il y a moins de peur à cause justement des outils développés à cause du traitement. Et d'un autre côté, lorsqu'on entend les jeunes séropositifs qui viennent d'être dépistés, il y a un sentiment immédiat de peur.
à l'annonce du diagnostic de cette infection VIH. Donc la peur existe toujours, mais elle existe pratiquement trop tard. Mais quid de la prévention, notamment à l'école? Autre chiffre assez saisissant que je lisais hier, un jeune sur 5 pense qu'encore qu'on peut attraper le sida en embrassant une personne séropositive. On pensait quand même qu'on avait dépassé il faut sans cesse redire les mêmes choses, refaire de la prévention, de l'explication. On voit bien quand même qu'il y a beaucoup moins de campagnes d'information, d'éducation et de prévention qu'il y avait dans les années 80-90 aujourd'hui. Le VIH, comme tout ce qui est santé sexuelle, doit être abordé dans les écoles, dans les lycées, mais on se rend compte que c'est pas forcément fait partout, c'est pas forcément fait de façon actualisée. Donc il faut absolument revoir tout cela aujourd'hui en fonction justement de l'évolution des connaissances et des outils que l'on a dans les mains aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est l'espérance de vie d'un malade, que l'on soit séropositif ou qu'on ait le sida ? Si une personne est en France ou d'ailleurs à l'étranger, si une personne est diagnostiquée très tôt après l'exposition au virus et qu'elle est mise sous traitement immédiatement, son espérance de vie est la même qu'une personne qui n'est pas infectée par le VIH. On n'est pas justement dans la situation des années 90, du début des années 90, où le dépistage, les patients disaient « et maintenant vous allez faire quoi de moi ?» On n'avait rien à leur proposer. Aujourd'hui, on sait traiter. Bien sûr, on ne guérit pas, contrairement à ce que pensent 25% des jeunes. On ne guérit pas avec le traitement actuel, mais on peut vivre avec le VIH. Alors, il y a, sur le long terme, quelques patients, on estime à 8-10%, qui, sur le long terme, sous traitement, vont développer des cancers, des troubles métaboliques, des diabètes, par exemple, des maladies cardiovasculaires. Ça, on le sait que c'est lié à la présence toujours du virus dans le corps, y compris sous traitement. Et donc, c'est à prendre en considération aussi pour les traitements du futur. Mais on peut aujourd'hui, en étant séropositif, vivre des relations sexuelles maîtrisées, on peut avoir un enfant, on peut avoir une vie... Tout à fait. Dans un couple, comme je le disais tout à l'heure, dans un couple sérodifférent, il n'y a pas de risque de transmission à l'autre. Et si une femme est enceinte et sous traitement, elle ne va pas contaminer son bébé. Pourquoi 35 ans après sa découverte, le sida reste une maladie unique en son genre? C'est une maladie... Est-ce que c'est une maladie unique? D'ailleurs, je vous repose ma question, voilà. Est-ce que le sida est une maladie unique en son genre? Beaucoup considèrent justement aujourd'hui, et ça fait partie de la banalisation, que c'est une infection chronique ou une maladie chronique comme une autre. Mais dont on ne guérit pas. Diabète, dont on ne guérit pas. Mais on ne guérit pas non plus du cancer, on est en rémission. Donc, beaucoup pensent aujourd'hui, dans le contexte de la banalisation, que c'est une maladie comme une autre. Ça reste une maladie, je pense, quand même un petit peu différente des autres, puisque c'est une maladie sexuellement transmissible et c'est une maladie qui, encore aujourd'hui, induit des discriminations, la stigmatisation des personnes qui sont malheureusement à risque de cette infection. C'est encore le cas. Sur ce point-là, on n'a pas beaucoup évolué en 30 ans. On a évolué, mais pas suffisamment. Dans certains pays, il y a des mesures répressives vis-à-vis des populations concernées par cette infection VIH. On l'a entendu encore récemment au Bahreïn, où la peine de mort va être mise en place pour les personnes gays. Donc il y a franchement un gros problème. En tout, il y a plus de 74 pays qui ont des politiques répressives vis-à-vis des personnes concernées par l'infection VIH. C'est inadmissible parce que l'on sait que ces politiques répressives, justement, s'opposent au contrôle de l'épidémie. Est-ce qu'il y aura un jour un vaccin contre le sida? Est-ce que c'est réaliste? Alors on l'espère toujours et il y a encore beaucoup de recherches dans ce domaine. La recherche avance. Depuis ces 10 dernières années, on progresse avec l'identification, par exemple, d'anticorps extrêmement puissants. Maintenant, les chercheurs essayent de faire un vaccin qui va induire ces anticorps extrêmement puissants.
Bon, ça va prendre du temps, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas avoir un vaccin demain, donc il faut absolument continuer à progresser dans l'accès aux outils qui sont disponibles et qui ont fait leurs preuves, y compris la PrEP en termes de prévention, ce traitement prophylactique pré-exposition à l'infection VIH est un outil fabuleux pour certaines populations. Pour ceux qui ne connaissent pas la PrEP exactement, c'est un traitement que l'on peut prendre si par exemple on sait qu'on va avoir une relation sexuelle à risque ou une relation sexuelle où finalement on ne va pas utiliser le préservatif. Et on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui n'utilisent pas le préservatif. Eh bien, on a à disposition maintenant pour elles ce médicament, c'est une bithérapie, c'est 2 molécules, un comprimé qu'ils doivent prendre avant la relation sexuelle et ça les protège à 99% de cette infection VIH. Donc c'est un outil fabuleux pour certaines populations. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le préservatif. Vous disiez il y a quelques jours dans une interview que votre rêve personnel, après avoir découvert ce virus, c'est de participer à son éradication. Est-ce que vous pensez le vivre un jour ? Participer peut-être pas, mais en tous les cas le voir, ça c'est mon rêve. Est-ce que je le verrai ? Je le souhaite, mais j'avoue que j'ai quelques doutes quand je vois l'épidémie au niveau mondial. Vous évoquiez le continent africain. C'est là l'enjeu de demain. Pas seulement, parce que le continent africain, d'abord, on ne peut pas parler du continent africain d'une façon globale et générale. Il y a des situations extrêmement différentes dans certaines régions par rapport à d'autres. L'Afrique du Sud est certainement la région la plus touchée par cette infection VIH. On peut, dans certaines provinces, avoir jusqu'à 30% de la population qui est porteuse du virus. Beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui en Afrique du Sud pour l'accès à la prévention et aux soins et aux traitements pour les personnes. Mais il y a des inquiétudes, en particulier les jeunes adolescentes sont fortement touchées par cette infection VIH. La PrEP dont on parlait il y a un instant est un outil fabuleux justement pour ces jeunes adolescentes pour se protéger. Auxquelles elles ont accès Elles peuvent avoir accès aujourd'hui à la PrEP, mais c'est un peu compliqué. Il y a tout un tas d'éducation, de culture à faire parce que pour l'instant, elles l'utilisent assez mal. Et un coût, j'imagine ? Le coût, bien sûr, c'est quelque chose, le coût, mais il faut continuer les efforts internationaux. Vous savez, la France va accueillir cette année la conférence de reconstitution du Fonds mondial au mois d'octobre prochain. Et là, c'est un moment, c'est un tournant. Il va falloir absolument que les pays riches continuent à financer ce Fonds mondial pour l'accès aux traitements et aux soins. Et que les Français continuent de faire des promesses de dons et des dons, d'ailleurs, d'être transformés en dons à SIDAction. Merci beaucoup, Françoise Barré-Sine, aussi d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. On peut continuer d'ailleurs à faire des dons toute l'année oui, à SIDAction sur le site internet. 4,5 millions d'euros donc recueillis ces 3 derniers jours. Belle journée à vous. Merci. Merci beaucoup. L'info continue juste après la pause avec Damien Coquet pour le journal de 8h30. À tout de suite.